Merci, Monsieur le Président. C'est un peu difficile de faire une question fondamentale en fin de journée, aussi bien pour moi que pour vous, mais la programmation a voulu que ce soit comme ça. Mais rassurez-vous, le titre est un peu long, mais on va essayer de respecter au maximum les 20 minutes et surtout de faire passer quelques messages simples. Pour les gens qui aiment la traduction, je n'ai pas trouvé mieux que Talay Ferriaoui, mais on pourra discuter à la fin. On a l'habitude de dire aux gens Cheikh Ferri, etc. Mais si vous avez d'autres termes, on les. Donc la première plaque, ça traduit un petit peu l'engouement de la communauté scientifique pour les PID de façon générale et pour la fibrose pulmonaire idiopathique de façon précise. Et figurez-vous qu'au cours des 10 dernières années, les publications qui s'intéressent à ce sujet ont pratiquement triplé. C'est dire l'importance de cette pathologie, et puisqu'actuellement, il y a des traitements qui sont efficaces, et donc ça explique tout cet engouement. Si on veut être simple, pour l'éthiopathogénie de la fibrose, on va dire elle résulte d'un remplacement du tissu conjonctif pulmonaire habituel par un tissu conjonctif plus riche en fibres collagène, avec une activité désordonnée et surtout une prédominance de cellules de type myofibroblaste. Ça veut dire qu'il y a une réparation anarchique du tissu pulmonaire suite à des agressions diverses. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Et actuellement, on admet qu'il y a une association indiscutable entre une sensibilisation ou une prédisposition génétique avec une interaction avec des facteurs d'exposition extrinsèque. Et le mot-clé le plus important à retenir ici, c'est tout se passe au niveau de l'épithélium et de l'endothélium. Ça veut dire que la notion ancienne de phénomène inflammatoire dominant n'est plus d'actualité déjà depuis quelques années. Donc, c'est un dysfonctionnement au niveau de la cellule épithéliale alvéolaire. Ça va être la conséquence d'un polymorphisme génétique, mais qui n'existe pas chez tous les patients, d'un ensemble de stimuli dans l'environnement, et puis, par la suite, il y a des cellules inflammatoires impliquées que vous connaissez très bien, et l'essentiel des lésions pathologiques se trouve au niveau de l'épithélium, de l'endothélium et surtout de la matrice extracellulaire. Et donc, pour mieux comprendre tous ces phénomènes, on est obligé de faire quelques plaques de rappel d'anatomie-physiologie, si vous voulez, c'est juste pour vous rappeler les deux principales cellules de l'épithélium alvéolaire, les pneumocytes de type 1. C'est les cellules les plus fréquentes, 90% de la surface alvéolaire. Elles sont très fragiles et elles assurent surtout une diffusion. Et puis les pneumocytes de type 2, celles qui interviennent le plus dans la pathogénie de la fibrose pulmonaire, parce qu'elles sont très actives métaboliquement, et puis elles ont la propriété de proliférer après destruction. C'est ce qu'on appelle la réépithélisation, et on reviendra sur ce phénomène tout à l'heure. Donc, au-delà de ces cellules de l'épithélium alvéolaire, il y a aussi l'interstitium. Dans l'interstitium, il y a des composantes cellulaires et des composantes fibreuses. Donc, retenez tout de suite que les fibres élastiques ne nous intéressent pas beaucoup aujourd'hui, ce sont essentiellement des fibres collagènes, et il y a deux types de fibres collagènes, les fibres collagènes de type 1 et de type 3. Et puis, les cellules, au niveau de cette matrice extracellulaire, normalement, c'est un milieu qui est peu cellulaire, mais il y a quand même des cellules résidentes, qu'on appelle ça, surtout les fibroblastes résidents, c'est-à-dire qui existent déjà dans cet espace. Et puis ces fibroblastes ont aussi deux autres origines, soit qu'ils proviennent à partir de la différenciation des cellules épithéliales alvéolaires, soit qu'ils proviennent aussi des fibrocytes, c'est-à-dire au niveau de la moelle osseuse. Et puis, il y a de très rares cellules inflammatoires, sauf en cas d'agression répétée de cet épithélium, il y avoir une mobilisation de cellules inflammatoires, les macrophages, les lymphocytes, etc. Et puis, très peu de cellules musculaires lisses. Voilà un petit schéma donc, qui vous montre essentiellement cet épithélium avec les cellules, des pneumocytes de type 1. Les grosses cellules, ce sont des pneumocytes de type 2. Et puis, le système capillaire avec les péricytes. Et bien sûr, quelques rares cellules inflammatoires, qu'elles soient intravasculaires ou interstitielles. Ça, c'est un schéma qui montre un petit peu l'ensemble de ces structures, c'est-à-dire l'épithélium et surtout la substance fondamentale amorphe et les fibres. Quelles sont les fibres intéressantes ici? Bien sûr, vous savez ici en deux, pardon. Donc en deux, c'est des fibres élastiques, et puis vous avez les microfibrilles en 7 de collagène. Vous avez aussi les fibroblastes, un fibroblast, une cellule adipeuse, les autres cellules inflammatoires, plasmocytes, mastocytes, neutrophiles, macrophages,
Et puis, vous avez ici le système capillaire. Et puis, vous avez ici, donc, en neuf, les fibres de réticuline. C'est le deuxième type, donc, les fibres de collagène. Voilà, donc, les principales fibres élastiques. Et puis, surtout, les cellules qui interviennent. Vous avez ici, bien sûr, une fibre nerveuse. Voilà, donc, cette structure qui va nous permettre de comprendre un peu l'intérêt de cette matrice extracellulaire. C'est cette substance fondamentale amorphe, mais qui est très importante dans l'éthiopathologie. Donc, dans ce tissu conjonctif, vous avez les cellules, les fibroblastes, on en va parler très souvent, c'est la partie vivante de ce tissu conjonctif. Les fibres collagènes et la réticuline, c'est la partie structurée. Et puis, il y a une partie qui n'est pas structurée, cette substance fondamentale amorphe, qui est très riche en polysaccharides. Et c'est un rôle important, donc vital pour les cellules, qu'elles soient normales ou fibreuses. Et puis, donc, l'ensemble, fibres plus substance fondamentale amorphe, constitue cette matrice extracellulaire où tout se passe ici. Voilà les fonctions essentielles, à mon avis, qui expliquent pas mal de notions. Vous avez les fibres et les substances fondamentales, c'est des structures de soutien. Et puis, les cellules inflammatoires, vous les connaissez très bien, c'est un mécanisme de défense. Enfin, cette richesse en polysaccharides au niveau de la substance fondamentale donc, intervient dans la nutrition de toutes ces cellules. On passe maintenant aux facteurs de risque de cette pathologie fibrosante, et tout ce que je vais développer par la suite, ça s'applique essentiellement à la fibrose pulmonaire idiopathique, mais il y a de grandes similitudes avec les autres mécanismes, que ce soit dans les connectivites ou les autres formes de PI. Donc il y a des facteurs de risque qui sont liés à l'âge. Il semble que les sujets âgés sont des sujets à risque, et ça s'explique très simplement par un vieillissement, par une sénescence de ces cellules épithéliales alvéolaires. Il semble aussi que le sexe masculin, vous avez noté qu'en pratique c'est une pathologie du sujet du sexe masculin, le tabagisme, et il semble que les sujets non-fumeurs ont un meilleur pronostic. Vous avez aussi un facteur lié à l'âge qui est le reflux gastro-œsophagien, et vous savez très bien qu'au cours des exacerbations, maintenant il est recommandé de traiter par des IPV. Et puis surtout, il y a un polymorphisme génétique, et on reviendra à ça sur tout à l'heure. En ce qui concerne l'environnement, bien sûr, il y a les infections virales, bactériennes, mycosiques, parasitaires qui peuvent intervenir. Il y a aussi les expositions à divers polluants, qui soient d'origine poussiéreuse, les poussières de bois, les particules de silice, l'amiante. Et puis aussi, il y avait des travaux qui sont plus exposés, par exemple la taille des pierres, le polissage des pierres, etc. Donc cet environnement, il y a aussi la pollution atmosphérique qui intervient dans le déclenchement, dans les exacerbations et dans l'évolution finale de la maladie. Et on parlera tout à l'heure des particules fines, du dioxyde d'azote et surtout donc, de l'ozone. Donc finalement, c'est une combinaison de facteurs génétiques. L'explication génétique, c'est une méthylation de l'ADN, ce qui va entraîner une perte de l'intégralité épithéliale. C'est une notion fondamentale pour comprendre tout le processus qui va suivre. Et puis, un mot quand même, puisqu'on parle de génétique, des fibroses pulmonaires familiales, il est exigé 2 critères, donc il faut qu'il y ait 2 membres ou plus de la même famille, biologiquement confirmés, qui sont touchés par cette fibrose idiopathique. C'est une maladie à transmission autosomique dominante, et sur le plan littérature, les articles rapportent des fréquences de 2 à 20% des fibroses pulmonaires idiopathiques qui seraient donc familiales. Je vais passer directement donc, à cette fréquence des mutations. Donc, retenez que dans 60% des cas, on ne retrouve pas ces mutations, donc ce polymorphisme génétique. Et quand il y a des mutations, c'est essentiellement des mutations au niveau de la mucine, 35% des cas. Sinon, pour la protéine A du surfactant, la protéine C, et puis surtout au niveau des télomères, il y a un raccourcissement au niveau des télomères, donc qui explique un petit peu ce mécanisme de rigidité au niveau de la matrice extracellulaire. L'âge, j'ai dit tout à l'heure que la sénescence des cellules explique en partie, mais surtout, il y a une résistance accrue des cellules épithéliales à l'apoptose des myofibroblastes. Ça veut dire quand il y a une réparation anarchique inadaptée, les myofibroblastes résistent de façon importante à la mort programmée des cellules, et c'est pour cela que la fibrose est possible. Le rôle de la pollution, puisqu'on va terminer sur les facteurs de risque maintenant. Donc ce schéma très simplifié, vous avez ici les particules fines 2.5 et 10.
l'ozone et le dioxyde d'azote. Donc, agression de cet épithélium alvéolaire, avec toutes les conséquences que vous connaissez très bien, le stress oxydatif, l'appel de cellules inflammatoires et surtout la transformation des cellules épithéliales en cellules mésenchémateuses, notamment des fibroblastes, sous l'effet d'une intégrine. Et puis, par la suite, au cours de l'évolution, vous avez comme les courbes en bleu ici, ça traduit un petit peu les phénotypes de progression rapide, les phénotypes de progression lente, et au milieu, vous avez le phénotype exacerbateur. Donc, cette pollution intervient pratiquement à tous les niveaux, mais retenez que les pics de pollution, surtout avec l'ozone, sont responsables de la majorité des exacerbations chez ces patients. Et ces exacerbations ne font que dégrader la fonction respiratoire. Un autre facteur, donc, dans ces facteurs exogènes, on revient souvent sur le ROS. L'importance, classiquement, c'est ce qu'on appelle les radicaux libres de l'oxygène. Et donc, là aussi, c'est des agresseurs confirmés donc, de l'épithélium qui va donc, par l'intermédiaire d'un stress oxydatif, entraîner une apoptose, donc une mort programmée de ces cellules épithéliales. Ces cellules épithéliales vont se transformer, vont activer des fibroblastes, qui vont se transformer en myofibroblastes, et ça aboutit à la fibrose pulmonaire. Donc, ce rôle des radicaux libres de l'oxygène est très important aussi à considérer. Que se passe-t-il? C'est un sujet normal. Un sujet normal, ça veut dire que malgré les agressions dont on vient de parler, il n'évolue pas vers la fibrose. Donc, vous avez ici les lésions et surtout l'activation des cellules épithéliales alvéolaires. Bien sûr, il y a des sécrétions de facteurs de croissance, mais toute la cascade qui suit est un peu différente de l'évolution de la fibrose. Il y aura une migration de fibroblastes, une transformation de fibroblastes, un dépôt de la matrice extracellulaire, mais en même temps une dégradation partielle de cette matrice pour qu'il n'y ait pas un excès de production et surtout donc, une apoptose des myofibroblastes. Donc cet équilibre qui se crée entre l'agression et la réparation fait que les malades ne font pas de fibrose. Par contre, en cas de fibrose, donc ces micro-lésions répétées vont entraîner l'activation de l'épithélium, mais il y aura un déclenchement d'une cascade d'événements biologiques de réparation de façon anarchique. Ceci survient essentiellement chez des sujets âgés qui sont génétiquement prédisposés. Donc, j'ai mis en rouge, c'est très important, épithélium vieillissant et dysfonctionnel, en plus d'une réparation inadaptée, la somme donne donc la fibrose pulmonaire. Voilà donc ce qui se passe chez un sujet qui va évoluer vers la fibrose, donc où la réparation se fait de façon anarchique, inadaptée. Donc on a au départ les lésions et l'activation, la sécrétion des facteurs de croissance, l'appel de cellules inflammatoires et la modification des signalisations intracellulaires. Et par la suite, donc migration et prolifération des fibroblastes et leur transformation en myofibroblastes, et surtout la résistance de ces myofibroblastes à l'apoptose avec toute la cascade, dépôt de matrice extracellulaire, abondance des cellules, et donc réparation anarchique, fibrose. Ça, c'est un schéma où il n'est pas très clair, mais qui résume tout ce qu'on vient de dire. Donc, vous avez, donc, suite à des lésions répétées, la détérioration des mécanismes donc, de réparation, les facteurs de croissance qui vont être produits, libérés par ces cellules épithéliales agressées, le facteur de croissance des fibroblastes, de l'épithélium, de l'endothélium vasculaire et des dérivés de plaquettes. Donc, font que cette activation de ces facteurs de croissance, en plus des phénomènes inflammatoires, en plus de l'angiogenèse qui vont introduire, donc tout ça, ça va aboutir à cette prolifération, à cette migration et à cette différenciation des fibroblastes et leur différenciation en myofibroblastes. Je vais passer directement à la plaque pour vous expliquer. Donc, voici ce qui se passe maintenant côté génétique et côté production de ces facteurs de croissance. Donc, vous avez ici des mutations qui portent, j'ai dit tout à l'heure, sur la protéine C, du surfactant, la protéine A, mais surtout la leucine. Et vous avez aussi des modifications des mutations au niveau des télomères. Ça, c'est le premier télomère. Donc, on va avoir des télomères raccourcis qui vont participer à cette rigidité de la matrice. Et d'un autre côté, vous avez ici, suite à ces mutations, donc il y aura, en plus donc, de cette
de ce raccourcissement des télomères, il va y avoir une provocation d'un stress du réticulum endoplasmique. Ce stress du réticulum endoplasmique va être profibrotique par deux mécanismes, soit par une apoptose directe, soit en produisant, en libérant le transforming growth factor bêta, donc un facteur de transformation qui intervient essentiellement dans la transformation des cellules épithéliales en fibroblastes et des fibroblastes en myofibroblastes. Donc retenez bien, donc le TGF est très important. Et puis par la suite, cette cellule épithéliale altérée où il y a des modifications génétiques va produire une intégrine qui elle-même va activer le TGF-bêta. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que cette activation de la TGF va faire acquérir à la cellule épithéliale alvéolaire des propriétés d'une cellule mésenchymateuse, en l'occurrence le fibroblaste. Donc, cette acquisition, cette différenciation est capitale pour la compréhension de la suite. En plus, cette cellule épithéliale altérée, activée, va bien sûr produire les autres médiateurs profibrotiques. Certains médiateurs vont être responsables de l'activation des fibroblastes et d'autres vont être responsables du recrutement des fibrocytes. Je vous rappelle que les fibrocytes sont les cellules circulantes des fibrocytes, donc des fibroblastes. C'est un peu les précurseurs circulants des fibroblastes. J'ai fait un petit schéma ici plus agrandi pour insister encore une fois sur ce dommage des cellules épithéliales. Vous avez ici des cellules épithéliales pneumocytotiques, mais surtout ces grosses cellules de type 2 qui, suite à des microagressions continues, dans lesquelles intervient bien sûr la prédisposition génétique, mais surtout les facteurs de risque exogènes, le tabac, le flux, les toxiques que vous connaissez très bien, les infections. Donc tous ces facteurs, les radicaux libres de l'oxygène, font que cette cellule agressive va libérer des facteurs de croissance. Ici, dans l'antidéviant vasculaire, ça va favoriser l'angiogenèse, nécessaire cette angiogenèse pour le nutriment des cellules, et puis cette production des autres facteurs de croissance qui vont attirer ces fibroblastes, qui vont migrer un petit peu. J'ai dit tout à l'heure que les fibroblastes, il y a des fibroblastes qui résident, qui sont là, au niveau de cette substance fondamentale. Il y a les fibrocytes et il y a la différenciation à partir des cellules épithéliales. Donc tout ça fait que l'accumulation des fibroblastes au niveau du site lésionnel, et puis il s'ensuit malheureusement une réparation un peu anarchique par la création de ces foyers, de ces micro-foyers de fibroblastes, de fibrose, de cette rupture de la membrane basale, de l'accumulation de la matrice extracellulaire, de l'angiogenèse. Donc tous ces facteurs font que cette réparation de l'épithélium va être un peu anarchique et aboutir à la fibrose. Donc, en résumé, vous avez toutes ces différentes agressions, ces transformations cellulaires schématisées ici pour dire qu'il y a bien sûr cette agression initiale, cette rupture de la membrane basale, la libération des facteurs de croissance, la mobilisation des fibroblastes et leur transformation en myofibroblastes. Et puis l'intervention aussi du côté du versant vasculaire qui explique cette angiogenèse. Maintenant, on va aboutir un petit peu à un schéma plus détaillé, mais surtout qui explique en grande partie qu'une fois cette fibrose déclenchée, c'est un phénomène qui va être auto-entretenu. Donc je vous rappelle ici cette agression initiale de l'épithélium. Et puis, la première chose, c'est l'appel des fibroblastes à partir de leur source. Il y a des fibroblastes résidents, il y a des fibroblastes qui proviennent des péricytes, il y a des fibroblastes qui viennent de la différenciation des pneumocytes de type 2. Donc, tous ces phénomènes vont aboutir à la libération de ces facteurs de croissance. N'oubliez pas aussi que le recrutement de cellules inflammatoires, les macrophages, macrocytes, les lymphocytes, ces cellules vont aussi participer à cette production de facteurs profibrotiques, et donc ça fait que ces fibroblastes vont être activés, vont migrer, vont se transformer. Retenez ici qu'il y a deux phénomènes importants. L'EMT, c'est la différenciation des cellules épithéliales en cellules mésenchymateuses. Et le deuxième, c'est la différenciation des fibroblastes en myofibroblastes. Ce sont deux phénomènes essentiels donc, qui aboutissent un petit peu à cette fibrose, à cette production excessive de la matrice extracellulaire et surtout à cette résistance importante des myofibroblastes à l'apoptose. Et finalement, c'est un cercle vicieux qui va entretenir tous ces phénomènes fibrotiques.
Finalement, si on résume un petit peu, il y a 3 étapes. La première étape, c'est une prédisposition. Bien sûr, elle n'est pas retrouvée chez tous les patients. Mutation génétique, exposition, etc. Vieillissement pulmonaire. La deuxième, c'est une initiation. Retenir le rôle important du TGF-bêta dans toute cette cascade de phénomènes fibrotiques et inflammatoires. Et puis, il y a l'étape entretenue, c'est-à-dire l'évolution pour son propre nom de cette progression. Et là, c'est un processus moléculaire dans lequel intervient la différenciation pathologique des fibroblastes, le dépôt et surtout le remodelage de la matrice extracellulaire. Et puis, un phénomène important, cette augmentation de la rigidité à cause de la production de ces fibres collagènes, de la matrice extracellulaire, va elle-même stimuler encore, recruter d'autres fibroblastes, et ça explique en grande partie ce phénomène auto-entretenu. Maintenant, est-ce qu'il y a des applications thérapeutiques à tout ça? Bien entendu, les choses. J'ai mis ici un petit peu le versant vasculaire, parce que là, jusque-là, j'ai insisté essentiellement sur les modifications au niveau cellulaire, épithélial, etc. Mais sur le plan vasculaire, que vous connaissez ces plaques par cœur, avec donc ces médiateurs, etc., cette différenciation de H2, mais juste pour vous dire que, par exemple, cet anti-interleukine 6 qui est utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde, mais surtout quand il y a des atteintes fibrosantes, et puis ici, le site d'action de l'antifibrotique qu'on a dans l'unité thermique, c'est-à-dire un inhibiteur de la tyrosine. Je vais dire, bien sûr, peut-être j'aurai encore 5 minutes, si M. le Président le permet, implication thérapeutique. Donc, vous savez qu'actuellement, nous avons, du moins théoriquement, 2 molécules antifibrosantes. La picole périphérique, c'est une périphérale, elle a une action anti-inflammatoire, antioxydante et antifibrotique. Le mécanisme exact ne semble pas être connu, mais il y a une certitude, c'est une régulation de l'expression du TGF-bêta, le transferring growth factor, donc qui intervient énormément. Et puis, il y a un deuxième mécanisme d'action, c'est l'inhibition de la synthèse des fibroblastes du collagène. Voilà ce qu'on sait donc du perfidonat. Et puis, l'interlénib, c'est une molécule de faible poids moléculaire. Là aussi, c'est un puissant inhibiteur de la tyrosine kinase. C'est une TKI, donc, qui est associée au récepteur. Et vous avez ici, bien sûr, les récepteurs des facteurs de croissance dérivés des plaquettes, des facteurs de croissance comme les fibroblastes et de l'endothélium vasculaire. Donc, c'est une molécule qui va s'utiliser de façon compétitive au niveau de l'ATP. Voilà donc un schéma plus explique. Donc, pratiquement ici, vous allez avoir cette action au niveau des récepteurs et surtout ici, au niveau de la signalisation intracellulaire qui va bloquer ce processus qui aboutit à la prolifération, la migration et la différenciation des fibroblastes. Est-ce qu'il y a notre schéma? Oui, il y a notre schéma. Donc, c'est un récap de tout ce qu'on vient de dire, pratiquement. Et vous allez voir que cette agression initiale, l'implication des fibroblastes, la prolifération, la migration, pratiquement, cette molécule intervient à toutes les étapes, sauf peut-être au niveau de la différenciation des cellules épithéliales en cellules mésenchymateuses. Il n'y a pas encore d'études qui ont démontré que ce médicament intervient au niveau de cette séquence de la pathologie. Et vous savez très bien que le but du traitement antifibrotique, c'est de limiter un petit peu la dégradation de la fonction respiratoire. Vous avez ici une belle illustration, sujet 100, dégradation de la CVF 30, 35, 45 ml par an. Quand vous avez donc une fibrose, la dégradation s'accentue. Et les traitements antifibrotiques sont donc retardés cette déchéance de la fonction respiratoire qui est objectivée essentiellement par la CVF. Donc, ces molécules qui posent encore quel type de problème? Le choix initial, le moment approprié, et puis le rapport bénéfice-risque d'un schéma combiné. Actuellement, il y a pas mal d'études sur le schéma combiné. Et puis, il y a certainement dans les pipelines de nouveaux médicaments qui vont peut-être avoir des approches plus ciblées. Ceci rend compte de l'évidence actuelle qu'aucun médecin ne peut décider tout seul de l'attitude thérapeutique ou diagnostique face à une fibrose pulmonaire. C'est l'intérêt qu'on regrette de ces fameuses DCP. Il y a les facteurs de mauvais pronostic, vous les connaissez très bien, mais j'ai mis cette plaque uniquement pour vous dire quelles sont les causes de décès finalement les plus fréquentes dans les fibroses au cours de cette évolution. La majorité des décès surviennent au cours des exacerbations, donc il faut bien le traiter.
l'insuffisance respiratoire chronique, un patient sur 4. Et puis, n'oubliez pas les greffes de cancer bronchique sur des lésions fibrosantes, les facteurs infectieux, etc. Donc, les malades meurent essentiellement d'exacerbation, d'IRC et de cancer bronchique. Les points essentiels, il faut retenir, donc j'aurai encore une plaque. Le dysfonctionnement des cellules épithéliales est une cause centrale, on ne le répétera pas assez. Mutation génétique, mais 6 fois sur 10, on ne retrouve pas ces mutations. Cette interaction qui déclenche la fibrose pulmonaire est un processus auto-entretenu. Une fois déclenché, ça évolue pour sa propre compte. Et puis, cette matrice extracellulaire, j'ai parlé beaucoup de matrices, donc remodelée, favorise encore plus la signalisation profibrotique en stimulant, en faisant appel à de nouveaux fibroblastes. Les 3 mécanismes essentiels, lésion épithéliale endothéliale, l'inflammation longigénèse, et puis les 3 étapes qu'on a répétées tout à l'heure, prédisposition, initiation et progression. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie pour votre attention.